Facile. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45, donc pour 3/4 d'heure sur le sujet d'aujourd'hui qui est comment convaincre. Il nous reste quelques secondes avant d'arriver à 13h en heure de Paris. Donc je vous propose, pour ceux qui êtes déjà là, et je sais que vous êtes déjà nombreux, eh bien, de rester bien connectés. Et puis on va attendre donc les quelques secondes qui nous restent jusqu'à 13h pour que tout le monde soit là, que tout le monde soit raccroché pour démarrer formellement. Donc quelques petites secondes de patience et puis à 13h pile, et voilà, il est 13h pile, donc nous démarrons ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile avec le sujet d'aujourd'hui, donc comme je le disais, qui est comment convaincre. Alors je vais pas éteindre ma caméra parce que l'image est bonne. Donc je m'appelle Sophie Baker, et je suis coach, formatrice, consultante en prise de parole dans toutes les situations de prise de parole, que ça soit en prise de parole, je dirais, ordinaire, telle qu'on l'entend habituellement, hein, face à un grand public, que ça soit en prise de parole managériale, face à des petits groupes de collaborateurs, par exemple, prise de parole face aux médias, prise de parole en visioconférence aussi, prise de parole pour des enregistrements vidéo. Donc, toutes ces situations de prise de parole, je les traite et j'accompagne donc aujourd'hui des dirigeants, des managers, des élus, donc pour les aider à monter en gamme, à monter en compétence sur leur prise de parole. Je viens du journalisme et ça, c'est important pour moi de vous le préciser puisque c'est ça qui détermine mon approche de la prise de parole. Schématiquement, il y a 3 manières d'approcher la prise de parole, de travailler la prise de parole. Il y a la manière des comédiens qui vont travailler essentiellement sur le non-verbal. Il y a les psychologues qui vont aider ceux qui sont très stressés, très timides, très introvertis, à mieux pouvoir prendre la lumière. Et puis, la troisième approche, qui est la mienne, alors je ne suis pas toute seule, hein, mais qui est celle de la construction du message. Autrement dit, moi, je travaille sur la manière de construire le récit et de faire en sorte que ce récit vous aide à gagner en gamme, à gagner en impact. Alors, je vais conduire ce webinaire de la manière la plus interactive possible et je vois que certains d'entre vous ont déjà investi le chat pour dire bonjour et c'est super sympa. Donc, bonjour à tous ceux qui le font. Et je vais vous proposer, d'ailleurs, je vais vous poser des questions pendant ce webinaire et puis je vais vous proposer d'interagir en mettant vos questions dans le chat. Alors, je ne pourrai pas régler toutes les questions, je ne pourrai pas répondre à tout. Mais si je vais essayer de le faire au maximum de ce que je peux en attrapant les questions à la volée. Et puis aussi, je vais bien sûr parler de la prise de parole pendant ce webinaire dans ces situations génériques, hein, pour le plus grand nombre. D'expérience, je sais que la prise de parole, elle renvoie souvent à des questions intimes, à des questions personnelles, à des questions singulières. Et donc, celles-là, je ne peux pas les traiter ici. Et c'est pour cela que dans la barre d'espace du haut de votre écran, vous avez une barre verte avec prendre rendez-vous. Cliquez ici et en cliquant, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi sur un agenda partagé. Ça ne vous engage à rien. Pourquoi prendre rendez-vous? Eh bien, justement pour pouvoir aller plus loin sur vos spécificités, sur ce qui est bloquant pour vous, sur ce qui vous pose problème à vous en particulier et que je n'aurais pas traité pendant ce webinaire. Voilà, donc surtout faites-le si ça vous parle, si vous avez envie, et je serai ravie de vous prendre au téléphone et d'échanger avec vous sur votre situation particulière. Voilà, ces préalables étant posés, eh bien, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, je vais vous poser une première question qui vous permettra de tester le chat. Finalement, c'est intitulé là « Comment convaincre ?» Eh bien, comment est-ce que vous l'avez interprété? Autrement dit, convaincre, ça veut dire quoi pour vous en particulier? Est-ce que, première proposition, est-ce que vous voulez convaincre un client, un prestataire ou un recruteur? Autrement dit, est-ce que pour vous, convaincre, c'est remporter un marché, obtenir un job? Qu'est-ce que vous voulez
que la conviction vous permette de faire quoi, hein? Parce que convaincre, je vais revenir sur l'intitulé. En fait, convaincre, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très concret. Alors, faire comprendre et accepter son opinion auprès de son interlocuteur. Oui, merci pour cette première réponse dans le chat. Convaincre, en fait, c'est quelque chose de très concret. Convaincre, c'est obtenir un résultat. Et, euh, et je trouve que c'est voilà, c'est vraiment important de considérer cette dimension de convaincre. C'est pas quelque chose comment d'elliptique, de conceptuel. Convaincre, c'est vraiment. Alors j'entends tout à l'heure, j'ai capté crédibilité, légitimité dans le chat. Oui, c'est atteindre son objectif. On est bien sur quelque chose de très concret et c'est cette dimension très concrète que je vous propose déjà d'observer pour vous. Est-ce que donc vous voulez remporter un marché? Est-ce que vous voulez décrocher un nouveau job? Est-ce que vous voulez obtenir un go? Alors, j'entends par obtenir un go, c'est un oui, une signature en bas d'une feuille. Est-ce que vous voulez obtenir une rallonge budgétaire? Non pas pour vous faire plaisir, mais parce que vous en avez besoin pour mener le projet sur lequel vous êtes embarqué à terme. Hein. Est-ce que vous voulez obtenir un go, une rallonge budgétaire de votre banquier? Est-ce que vous voulez obtenir une rallonge budgétaire de votre comité de direction, de votre comité exécutif pour pouvoir mener le projet à bien? Hein? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Troisième hypothèse, est-ce que vous voulez faire passer une information difficile? Faire passer une information difficile, c'est faire en sorte qu'elle soit, cette information, qu'elle soit acceptée. Ça ne veut pas dire que vos interlocuteurs vont sauter de joie, mais ça veut dire qu'ils vont comprendre la nécessité de ce que vous leur annoncez de difficile. Par exemple, imaginez que vous soyez le manager d'une équipe et que vous avez besoin que vos équipes soient mobilisées au moment des fêtes de Noël et donc vous êtes obligé de réduire la durée de leur congé. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une situation spécifique dans l'entreprise qui fait qu'on a besoin, vous avez, vous, en tant que dirigeant, manager, vous avez besoin d'obtenir cela de ceux qui vous écoutent. Hein. Vous voulez obtenir l'adhésion. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'il y a derrière l'intention de convaincre, obtenir une adhésion. J'ai vu passer quelque chose qui était intéressant aussi, je vais essayer de remonter dans mon chat, le go du management pour des décisions stratégiques, des hausses de salaire, plus de budget, et j'inclus dans le go des informations difficiles. Ok, vous êtes donc bien au bon endroit et on parle bien tous de la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on parle bien tous de ce que vous voulez obtenir et donc convaincre pour obtenir un résultat, convaincre pour obtenir quelque chose. J'ai l'habitude de dire que la prise de parole, c'est un levier d'action. Je vais revenir avec vous. Voilà. La prise de parole, en fait, c'est un levier d'action. Très souvent encore, on a dans l'idée que la prise de parole, c'est pour faire joli, que ça sert à. Dans le temps d'avant, on disait la com, c'est du vent. Voilà. Donc, il y a du vent ou il n'y a pas de vent. Aujourd'hui, la com, c'est un levier d'action, hein, avec une prise de parole efficace. Quand je dis com, communication, c'est vraiment pour chapeauter l'ensemble des items sur lesquels je travaille, sur ce sujet de la prise de parole. Eh bien, la prise de parole, la communication générale, la prise de parole en particulier, c'est un levier d'action. Si votre prise de parole n'est pas à la hauteur de vos compétences, eh bien, vous allez être pénalisé. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on observe de plus en plus dans l'entreprise. En tout cas, c'est les retours qu'on me fait. Aujourd'hui, une prise de parole non efficace peut être pénalisante pour la personne qui est concernée et puis aussi pour l'entité qu'elle représente. Je vais continuer de dérouler des exemples. Je vais revenir sur vos slides parce que je voudrais vous parler d'un cas type. Et quand je parle d'un cas type, c'est dans l'idée que ça peut que ça peut aussi vous parler à vous. Là, je vais vous parler de Damien. Alors qu'on voit sur cette photo, vous voyez bien que ce n'est pas une vraie photo, mais en tout cas, quand je suis en coaching individuel avec mes champions,
eh bien, on se retrouve dans cette situation où, dans un premier temps, je vais prendre leurs attentes, leurs besoins et je vais écouter ce pourquoi ils viennent me voir, ce pourquoi ils voudraient s'améliorer sur ce sujet d'avoir une prise de parole plus convaincante. Et donc, Damien est un peu un cobaye pour nous ici aujourd'hui. Donc, il a un peu plus de 30 ans. Il est le DSI, donc le directeur des services informatiques d'une grosse PME. Il travaille avec 6 collaborateurs et il a différentes situations dans lesquelles il voudrait convaincre. Donc déjà, il voudrait faire en sorte que ses équipes soient mieux mobilisées, donc qu'elles soient convaincues de travailler, et puis de mieux travailler, de travailler plus, d'être plus engagé. Et puis, il a aussi le sujet, Damien, plus récemment, c'est que de son point de vue d'expert, eh bien, il a constaté qu'il fallait changer de système informatique pour faire monter la PME en gamme. Et pour ça, eh bien, il a besoin d'une rallonge budgétaire, hein, puisqu'il va falloir changer d'outil. Donc, ça va nécessiter un investissement. Et donc, il a besoin d'une rallonge de 3 millions d'euros. Et donc, il est venu me voir en me disant, mais comment est-ce que je peux faire pour obtenir ces 3 millions? Parce qu'en face, mon comité de direction, il ne comprend pas bien le problème, il ne comprend pas bien la difficulté de système d'information, système informatique. Bon, je ne sais pas pourquoi dans le chat il y a ça et du coup ça me perturbe. En tout cas, le comité de direction, Damien me dit, son comité de direction, eh bien, il ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants. Le système actuel fonctionne, donc il a du mal, Damien, à expliquer à son comité de direction comment et pourquoi faire, il faudrait changer de système. Donc, en fait, il a du mal en fait, à faire passer ses idées, il a du mal à faire passer son point de vue, il a du mal à faire, à être convaincant et donc à obtenir ce go dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous aussi, vous trouvez parfois dans cette situation où vous avez le sentiment de taper dans un mur? Est-ce que vous avez le sentiment de taper dans un mur et de ne pas arriver à vous faire comprendre? Oui, non? Alors pour l'instant, le chat, il est bloqué. Oui. Ça y est, je dis oui. OK, ben oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? OK, c'est super. Là, je vous vois réagir et du coup, je suis contente parce que je me dis, je ne parle pas toute seule dans mon salon à mon ordinateur, mais il y a quelqu'un derrière moi. OK. Donc, oui, c'est cette dimension de mur, justement, que eh bien, je vais vous proposer d'enjamber, en tout cas, d'arriver à traiter pour faire en sorte que vous puissiez rentrer dedans le cerveau de ce comité de direction, hein, rentrer dedans la compréhension des collaborateurs qui sont plutôt démotivés. J'essaye de trouver où est le problème afin de mieux me faire comprendre. Alors, l'une des réponses, déjà, l'une des premières réponses quand vous vous trouvez dans cette situation d'être face au mur, la première clé que je vous propose de considérer, c'est que ce n'est pas un problème de quantité de data, mais c'est plutôt comment vous allez tourner vos arguments pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le cerveau de vos interlocuteurs. Ce n'est pas une question d'être sachant, vous êtes sachant. La question donc n'est pas de surcharger le paysage narratif, c'est-à-dire il ne faut pas en rajouter, et ça aussi vous l'avez peut-être éprouvé, il ne s'agit pas de rajouter des éléments d'information, il s'agit plutôt de mettre la focale à certains endroits, et ça c'est un terme que je reprendrai tout à l'heure quand je parlerai de la méthode du losange, qui est cette méthode de construction de récit qui contient les techniques que j'ai créées pour vous aider à monter en compétence. Donc, c'est une question de focale et c'est une question de comment tourner son auditoire. Hein. Et donc, première recommandation, ne surchargez pas la barque. Demandez-vous plutôt quelles sont les informations utiles à votre interlocuteur.
Hein, donc c'est vraiment, adapter notre message à l'auditoire, dit, Asma, et je suis absolument d'accord avec vous. Il faut adapter le message à l'auditoire. Alors attention, parce qu'il y a différentes manières de comprendre ce point-là. Adapter son message à l'auditoire, c'est se demander quels sont les éléments d'information utiles pour eux, hein, pour cet auditoire-là. Et c'est pas souvent on se dit il faut que je simplifie, et qui sous-entend quelque chose, il faut que je diminue, il faut que je bêtifie, hein, et je n'aimerais pas que vous entendiez ça, cette dimension péjorative dans ma bouche. Au contraire, à éléments d'information identiques, c'est qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent de moi. Oui, c'est exactement la formule que Séverine utilise, mais si ça se trouve, avec Séverine, on a déjà travaillé parce que c'est juste impossible qu'elle reprenne mot pour mot ce que je propose, c'est effectivement se demander qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent de moi, avec quoi j'ai besoin qu'ils repartent, besoin moi qu'ils repartent pour arriver à mes fins, c'est-à-dire obtenir cette rallonge budgétaire, obtenir cette signature en bas d'un dossier, obtenir cette autorisation de faire quelque chose autrement, obtenir de mobiliser mieux mes interlocuteurs. Et alors pour cela, euh, qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué qu'avant? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est plus compliqué qu'avant? Attendez, je vais avancer dans mes. C'est quoi ça? Voilà, convaincre, c'est obtenir un résultat, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué qu'avant? Est-ce que vous savez pourquoi je vous pose la question? Pourquoi, et pourquoi et pourquoi j'affiche cette photo? Parce que les personnes sont de plus en plus sollicitées. Oui, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que la prise de parole impacte le métier de commercial? Alors, je note la question parce que j'y reviendrai tout à l'heure quand j'avancerai dans mon déroulé. C'est une bonne question avec une réponse qui est un petit peu compliquée parce que dans le commercial, il y a de la négo aussi. Mais je laisse de côté. Si je vous projette cette image, c'est pour vous sensibiliser au fait que l'auditoire a changé dans ses modalités d'écoute. Et donc, il y a un changement de paradigme là majeur, et c'est en cela que la prise de parole est un sujet qui est plus compliqué, qui devient plus complexe. Oui, le public est de plus en plus impatient, dit l'un de vous dans le chat, et je suis bien d'accord avec ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que le public, l'auditoire, quel qu'il soit, il est devenu impatient, impertinent et zappeur. Et j'insiste que, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, quelle que soit, je vais même jusqu'à dire, quelle que soit sa culture, en tout cas dans toutes les parties du monde dans lesquelles on utilise un smartphone, eh bien, dans tout ce monde-là, l'auditoire, il est devenu impatient, impertinent et zappeur. Pourquoi? Parce que la bande passante est saturée et que l'orateur est sans cesse en concurrence face à ce qui est en train de vibrer, d'arriver sur mon smartphone. C'est le cas pour moi en ce moment, c'est-à-dire que pendant que vous m'écoutez, eh bien votre attention, elle est sans cesse en train d'entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Notre attention n'est pas continue, elle est discontinue et elle est aléatoire. Et donc, une fois encore, le monde a changé et c'est vraiment en partant de ce constat que tout un chacun peut se faire. Hein. Le monde a changé en termes d'attention. On parle beaucoup d'économie de l'attention. On va parler d'intelligence verbale aussi aujourd'hui. Hein. Il y a ces nouvelles notions qui rentrent en ligne de compte. Et donc, la prise de parole, la communication en général, mais la prise de parole en particulier, puisque c'est de ça que nous parlons ici, eh bien, elle est devenue une compétence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire avec simplement, je dirais, l'intuition. On est obligé de faire avec, on est obligé d'acquérir de la technique, de la compétence, parce que cet auditoire-là, il va sans cesse s'échapper, il va sans cesse être extrêmement volatile dans son attention. Et c'est ce qui fait que vous avez toutes ces réunions qui ne servent à rien parce que l'auditoire n'est pas accroché. Hein. Alors en plus, il y a quelqu'un qui dit plus de strates à convaincre, surtout dans les grandes structures. Oui, ça suppose de sortir du cercle de proximité,
Ça, c'est une autre notion importante en communication, c'est celle du cercle de proximité. Quand on est dans le cercle de proximité, ça veut dire qu'on a autour de soi un auditoire qui est captif, qui a le décodeur et qui va aussi être bienveillant. C'est-à-dire que l'orateur, dans le cercle de proximité, il va bénéficier du capital sympathie. Imaginez, puisqu'on parle de ces différentes strates hein, qui sont dans les grandes entreprises, ben, dans votre cercle de proximité, le premier niveau de management en N+1, eh bien, celui-là, il vous connaît. Donc, votre prise de parole n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de vos compétences métiers, mais comme on vous connaît et qu'on sait que vous êtes un bon, tout à l'heure je prenais l'exemple de Damien, un bon DSI, hein, vous êtes un bon ingénieur, vous êtes un bon financier, vous êtes un bon contrôleur de gestion, vous êtes un bon, j'en sais rien, tous les métiers que vous faites, eh bien, vos prises de parole, le cercle de proximité, il va vous pardonner. Il va même, au-delà du pardon, il va savoir comprendre parce qu'il a les mêmes codes, parce qu'il a le même référentiel, parce qu'il a la même grille de lecture. Mais vous montez en +1, +2, ou bien vous sortez carrément du cercle de l'entreprise pour parler à des parties prenantes externes, et pour certains d'entre vous, vous parlez peut-être à des parties prenantes extérieures difficiles. Si vous êtes à la SNCF et que vous parlez à des associations de riverains, d'usagers, ben vous savez souvent maille à partir, vous avez souvent du mal à vous faire comprendre et à convaincre. C'est un exemple sur lequel moi j'ai travaillé à l'époque, donc c'est celui-là qui me vient en premier lieu. Donc en fait, cet auditoire-là, ce nouvel auditoire, eh bien, cet auditoire difficile-là, et c'est celui-là qui devient plus souvent, hein, qui vous vient plus souvent quand vous êtes dans le champ de l'entreprise. Et c'est celui-là qu'il faut arriver à convaincre pour revenir sur voilà, sur l'intitulé de notre web, de notre webinaire. Alors, tout va très vite, on perd patience lorsqu'on doit focaliser notre attention plusieurs heures, car on a l'impression que c'est long. Donc, j'ai déjà évoqué effectivement, et je rebondis sur ce qui est écrit là dans le chat, il y a des réunions qui ne servent à rien, il y a des réunions qui sont trop longues aussi. Okay, donc, pour arriver à convaincre, eh bien, je vais vous proposer de faire autrement de ce que vous faites d'habitude. Pourquoi? Parce que votre auditoire, lui, il fonctionne autrement. Et donc, c'est vraiment en partant de ce postulat-là que, quand j'étais journaliste, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, je me suis intéressée sur la manière dont finalement on pourrait construire le récit autrement pour s'adapter à cet auditoire-là. Parce que moi, en tant que journaliste, quand j'interviewais les personnes que je devais interviewer dans mon métier, eh bien, je me rendais compte que j'attendais quelque chose qui soit, pour le dire rapidement, qui soit court, clair, concret. C'était comme ça qu'ils allaient être convaincants. Alors, quand on est face aux médias, on n'est pas forcément convaincant au premier niveau, mais en tout cas, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de travailler sur du court, du clair et du concret. Et ça, c'est l'un des points essentiels que j'ai rassemblé dans ce que j'appelle donc la méthode du losange. Et donc là, vous voyez sur ce slide le logo de la méthode du losange et aussi la couverture de l'un des 2 livres que j'ai écrit sur cette méthode du losange et qui est donc voilà, la mise dans un manuel de tout ce qui est contenu dans cette méthode du losange. Alors cette méthode du losange, elle permet de faire quoi? Elle permet d'être court, clair et concret, comme je le disais déjà tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment votre premier objectif pour être convaincant. Il faut que vous soyez clair, c'est-à-dire qu'on vous comprenne tout de suite, hein, facilement. Il faut que vous soyez concret, c'est-à-dire que plus vous allez utiliser des verbes d'action, des phrases courtes, plus vous allez conjuguer à la première personne en je ou en nous, et non pas en il ou en elle, hein, de manière impersonnelle, et bien plus vous allez construire un récit concret, et plus le récit est concret,
plus votre auditoire va suivre facilement. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à suivre. Au-delà, bien sûr, de son quotient intellectuel. Ce n'est pas un problème de quotient intellectuel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un problème de comment je construis mon récit, comment j'amène mes arguments, comment je tourne mon propos différemment pour tenir compte de ce nouvel auditoire, hein, et comment je tourne mon propos de manière à ce que du coup il soit plus impactant, et en étant plus impactant, qu'il soit plus convaincant. Donc, première clé, court, clair et concret, grâce à, à ce qu'on appelle le registre lexical explicite, c'est-à-dire des verbes d'action conjugués à la première personne, des phrases courtes, quelque chose de très dynamique. Maintenant, on va en venir à la dimension non verbale de l'expression orale. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que recouvre le champ du non-verbal? Allez-y dans le chat, je vous attends dans le chat. Effet par image, susciter l'intérêt pour attirer l'attention. Oui. Alors, la gestuelle, le regard, la posture, 80%. Alors, ça y est, il y a des ratios d'impact qui arrivent. OK. La posture, oui. Les gestes, le regard, l'intonation. Ah, 93% de la com. Je suis sûre que j'ai déjà bossé avec Séverine, parce que Séverine, elle a toutes les réponses. Elle a toutes les bonnes réponses. Oui, alors, dans le non-verbal, dans le champ du non-verbal, je vais revenir avec vous pour que vous voyez bien. Dans le champ du non-verbal, il y a deux registres. Il y a ce qu'on appelle le visuel, et c'est tout ce qui… Donc, le visuel, c'est tout ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Et donc, c'est la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques et les expressions faciales, le sourire, c'est le dress code, en visioconférence, mais pas seulement, le fond. Bref, c'est toutes les informations que l'œil va capter. Et ça représente donc le champ du visuel, et ça représente 55% d'impact d'un message. Après, dans le non-verbal, comme je vous le disais, il y a deux éléments. Donc le visuel, je viens d'en parler, 55%, et puis il y a le vocal. Le vocal, c'est tout ce que votre auditoire capte avec ses oreilles. C'est la musique des mots, d'une certaine manière, ce qu'on appelle aussi parfois le paraverbal. Donc ça va comprendre le débit de la voix, les intonations, les inflexions, la prononciation, les pauses, hein, les silences, les respirations. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le vocal qui vient s'ajouter au visuel. Le vocal, lui, il compte pour 38% d'impact, 38% d'impact du message. Donc on a 55 et 38, ça fait 93% d'impact pour le non-verbal et 7% seulement sur le verbal, c'est-à-dire l'argumentaire, les mots, le vocabulaire qui est utilisé. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce que j'ai dans la tête comme intention de dire que mon corps exprime. Autrement dit, si mon propos est court, clair et concret, comme je vous le recommandais tout à l'heure, court, clair et concret, eh bien dans ce cas-là, dans mon cerveau, mes idées à moi en tant qu'orateur sont très claires, très concrètes, et mon non-verbal va lui aussi témoigner de cette clarté et de cette dimension très concrète. Autrement dit, c'est ce que j'ai dans la tête comme intention de dire qui est répercuté par le corps. Et donc, contrairement à un comédien qui ne va lui travailler que sur le non-verbal, moi je vais travailler sur cette dimension holistique de la personne humaine. Autrement dit, tout se tient. Et c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Et donc, c'est la manière que j'ai, moi, de travailler sur le gain d'impact. Et donc, gain d'impact égale plus de force de conviction, hein, de mieux convaincre. Et le gain d'impact, il va passer par une organisation du récit différente que celle qu'on a l'habitude de faire pour donc obtenir ce récit court, clair et concret et qui va naturellement, sans même que l'orateur s'en rende compte, permettre que la posture se stabilise, que le geste s'ouvre, que les mimiques soient avenantes,
congruente, affirmative, qu'il y ait un sourire, le cas échéant, que la voix se pose, hein, que le débit soit au bon endroit, ni trop lent, ni trop rapide. Donc c'est vraiment l'importance de la congruence, oui. Alors là, c'est Sandrine cette fois qui connaît bien aussi. La congruence, c'est effectivement l'alignement entre la tête, le corps. Alors moi, je laisse le cœur de côté parce que mon approche à moi, elle est très, je dirais, linguistique. Et donc le cœur, c'est une dimension émotionnelle que, voilà, pour différentes raisons, je ne mets pas. Après, le récit très concret permet de mettre la vérité du propos, qui est un élément aussi très important dans un monde où on voit le sujet des fakes hein, augmenter. Et puis, le récit très concret permet aussi de dire son humanité et de témoigner de sa considération. Donc c'est là où on va reprendre cette notion de cœur. Mais moi, je laisse l'émotionnel au sens premier du terme en dehors du sujet de la prise de parole. Mon propos, il est de vous aider à vous faire comprendre en premier lieu et pas forcément de vous faire aimer, qui serait la dimension plus émotionnelle. Mais c'est un voilà, c'est une vaste discussion. Alors, quelqu'un dit: «C'est dommage», alors je ne sais pas en quoi, comment interpréter ce «c'est dommage», mais, le récit court, clair et concret est ce premier niveau de, compétence à intégrer. Je dirais que la dimension émotionnelle, pour encore le dire autrement, la dimension émotionnelle, elle viendrait, voilà, par là-dessus. Mais moi, mon premier objectif quand j'accompagne une personne, un dirigeant, un manager, un élu, un indépendant, comme je le disais tout à l'heure, eh bien moi, mon premier niveau d'intervention, c'est de faire en sorte que la personne soit comprise hein, et comprise de la bonne manière. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le plus important. Alors communiquer avec son cœur, c'est garder son authenticité, oui, bien sûr. Euh, Allez, je vais avancer un petit peu, je vais revenir sur les slides. Donc, la méthode du losange, elle contient ce premier point important qui est d'avoir un récit très concret. Et l'un des autres points importants qui est contenu dans la méthode du losange et sur laquelle je vous recommande déjà de réfléchir pour vous, c'est cette histoire de focale. Je reboucle sur quelque chose que j'ai dit au début de ce webinaire. Quels sont les éléments d'information utiles que j'amène à mon auditoire? Autrement dit, à quel endroit je braque le projecteur? Quelles sont les informations que je mets dans la focale et quelles sont les informations que je laisse en dehors de la focale? Et là aussi, on va être sur la construction du récit, donc sur cette approche de construction narrative qui est ma manière à moi d'accompagner en prise de parole. C'est voilà, qu'est-ce qu'une information utile hein? C'est une information qui va parler à mon auditoire et d'expérience pour accompagner quasiment tous les jours de la semaine en mode formation ou en mode coaching des personnes, eh bien, je me rends compte que très souvent, leur propos est dispersé. C'est-à-dire que très souvent, le propos est divergent. Très souvent, le propos est occupé par des éléments narratifs qui ne sont pas directement utiles à là ou les personnes que l'orateur a en face de lui ou d'elle. Okay. Et donc, c'est vraiment de sortir de l'effet très culturel hein, qui est attaché à notre culture cartésienne, en mode thèse, antithèse, synthèse, attaché aussi à cette historique, cette culture d'où nous venons, où finalement, c'était la quantité de data qui faisait la qualité d'une prise de parole. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de cet auditoire qui était devenu impatient, impertinent, zappeur. Aujourd'hui, ce n'est plus la quantité de data qui est attendue par l'auditoire, mais bien cette dimension de focale, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, l'orateur, je mets dans la focale narrative pour capter l'intérêt de mon auditoire. Et donc, ça va supposer laisser alléger le récit, hein, laisser plein d'éléments d'information de côté. Et donc, ça, c'est vraiment l'autre clé qui est importante et qui est que je détaille donc dans la méthode du losange. Et
et notamment et dans mes ouvrages et c'est avec ça que je travaille en permanence quand je suis, en accompagnement. Alors maintenant je vais continuer d'être sur vous. Vous, qu'est-ce que ça amène, pour vous? Et notamment, j'ai cette première question, qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Et quand je vous pose la question de cette manière-là, qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Je vous propose de considérer en quoi ça vous ferait baisser en stress, baisser en pression. C'est voilà, gagner du temps, gagner en leadership, confiance, pouvoir, carrière. Alors ça, c'est la deuxième question. Mais la première question, transformer le pépin en pépite. Ah, mais j'aime bien la formule, là, je vais vous la piquer, là. Transformer le pépin en pépite. Je garde. Déjà, qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Eh bien, ça changerait aussi de faire baisser en stress, de faire baisser en pression. C'est-à-dire que si vous êtes davantage certain de la qualité de votre argumentaire, si vous êtes certain que vous avez un récit court, clair et concret, si vous êtes certain que vous mettez les bonnes datas, hein, que vous utilisez la bonne focale narrative, eh bien, vous allez être plus confiant. Et en étant plus confiant, eh bien, vous allez faire baisser votre niveau de stress. Moi, je travaille avec des personnes qui arrivent en formation ou en coaching avec un niveau de stress, non pas par rapport au coaching ou à la formation, mais un niveau de stress par rapport à l'exercice de prise de parole qui est souvent extrêmement élevé. Et parfois même, je travaille avec des personnes qui sont quasiment en fin de carrière et qui n'en peuvent plus d'avoir ce stress permanent de est-ce que je me fais comprendre correctement? Est-ce que ma prise de parole est à la hauteur de ma compétence? Est-ce que ma prise de parole est celle qui est attendue ou est-ce que je suis à côté de la plaque? N'est-ce pas? Vous connaissez cette expression? Être à côté de la plaque. Donc ça met énormément de stress chez certaines personnes. Donc évidemment, ça leur gâche leur quotidien. Et puis ce que j'observe aussi, et peut-être que vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous retrouver dans cette situation, eh bien j'observe aussi des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que certaines personnes évitent de se retrouver dans des situations de prise de parole importantes, soit en déléguant à quelqu'un d'autre, soit tout simplement en refusant l'exercice parce que elles ne sont pas sûres, ces personnes-là ne sont pas sûres de la qualité de leur prise de parole, de leur capacité à convaincre. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, j'ai vu passer le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, pour moi, il est de différents niveaux. Le syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que je suis en compétence, est-ce que je suis légitime en termes de compétences? Mais il y a ma compétence métier, ma compétence intrinsèque. Okay, et puis, il y a l'autre aspect du syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que je suis, et ça, c'est pas tout à fait le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis capable, dans ma prise de parole, de me montrer, de me révéler, de me montrer aux autres à hauteur de mes compétences métiers. Donc souvent, le syndrome de l'imposteur, en fait, il télescope, en fait, avec la légitimité à prendre la parole. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de crédibilité et de légitimité. Okay, donc, je suis crédible et légitime parce que je connais bien mon métier, mais est-ce que je suis crédible et légitime quand je m'exprime? Et donc, c'est bien l'enjeu de la montée en compétence en prise de parole, c'est bien de faire en sorte que ça soit raccord et que votre compétence de prise de parole soit à la hauteur de vos compétences métiers et que vous ne soyez pas pénalisé par vos prises de parole alors que vous êtes un super expert dans votre domaine, que vous êtes voilà, un super ingénieur avec plein d'expérience en plus de vos compétences, etc. etc. Donc, c'est ça, c'est ça ce que je veux dire quand je vous demande qu'est-ce que ça changerait pour vous de mieux convaincre? Et puis, mais vous avez déjà répondu, qu'est-ce que ça ouvrirait comme perspective? Hein? Où est-ce que ça vous amènerait? Alors, changement de métier, changement de position dans l'entreprise, nouveau métier,
Je travaille assez souvent avec des personnes qui ont quitté l'entreprise et qui se lancent comme indépendants. Eh bien là, il va falloir aller convaincre le prospect, convaincre le banquier, convaincre les utilisateurs du nouveau produit. Donc, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Et, c'est tout cela, en fait, qui vous permet que vous pouvez faire voilà, en gagnant en compétences sur cette dimension de mieux convaincre, de mieux prendre la parole. Alors, je termine avec un petit peu plus de temps d'avance que d'habitude. Euh, donc, du coup, je vais prendre des questions. Alors, tout à l'heure, il y avait une question très intéressante sur les négociations commerciales, justement, et sur la dimension commerciale. Alors, d'expérience, euh, les commerciaux, eux, pour les accompagner aussi dans certaines situations, les commerciaux, eux, ils ont été formés à une certaine prise de parole. Ils ont été formés aux techniques de négociation. Ils ont été formés, ils ont souvent dans les écoles commerciales, c'est l'endroit aujourd'hui où il y a le plus cette prise de conscience que voilà, il faut travailler avec une caméra, se mettre devant la caméra, prendre la parole, débriefer, regarder l'impact du non-verbal. C'est dans les voilà, c'est dans les écoles de commerce que cette dimension d'impact, d'habileté à l'oral, hein, à l'oralité, eh bien, est la mieux considérée. Mais dans ma pratique professionnelle, je fais bien le distinguo entre la négociation et la prise de parole. Et ce sont deux champs que je distingue. Dans la négociation, il y a un ping-pong narratif. Hein, je fais une proposition, l'autre répond, je réponds, etc. Donc, dans la négo, il y a du ping-pong. Et dans la prise de parole, en revanche, il y a cette capacité à tenir le fil narratif tout seul, sans autre interaction, dans toutes les situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous dédire. Imaginez, je reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure. Imaginez que vous soyez un manager qui demande à ses équipes de venir travailler à Noël et au jour de l'an. Eh bien, si vous avez identifié cette situation qui oblige à leur demander cela, si vous avez construit vos arguments, normalement, à la fin de votre prise de parole, vous ne vous dédites pas, c'est-à-dire que vous tenez le pli. Vous ne pouvez pas, face à vos équipes, dire ben, finalement, vous ne voulez pas venir travailler à Noël, eh ben, c'est très bien, restez chez vous, et puis moi, je remballe, hein, je repars et je pars battu. Alors, en situation de prise de parole, on ne peut pas partir battu. Donc, c'est en cela que dans la dimension commerciale, eh bien, il y a des moments de négo où on peut rétro-pédaler, hein, on peut baisser le budget de 3 millions à 2005, et puis il y a des endroits dans ce même échange commercial dans lesquels on ne peut pas se dédire parce qu'on ne peut pas descendre à 0 million alors qu'on en a demandé 3 millions. Donc, à un moment, il faut tenir le point. Donc, vous voyez, il y a deux champs. Et aujourd'hui, quand je travaille avec des commerciaux, eh bien, on travaille sur ce champ complémentaire, en fait, qui vient compléter, qui vient donner des outils complémentaires aux outils de négo que les commerciaux ont appris dans leurs écoles de commerce. Voilà, donc voilà, c'est ça, je dirais, la différence ou la complémentarité sur le champ commercial entre négo et prise de parole. Alors, négociation rationnelle, négociation intuitive, d'autres compétences. Effectivement, tout ce qui est de l'ordre du ping-pong narratif n'est pas dans mon champ d'intervention. Moi, j'aide à tenir le point. Hein. J'aide à faire en sorte que les personnes que j'accompagne, eh bien, elles puissent tenir leur argument, défendre leur point. Parce que quand j'ai travaillé pour identifier que, par exemple, hein, je reprends Damien tout à l'heure qui était mon cobaye, eh bien, il faut changer le système informatique, il faut une rallonge de 3 millions, parce que c'est ça qui permettra à la PME dans laquelle je travaille de rester concurrentielle, de rester compétitive sur le marché. Eh bien, une fois que j'ai identifié tous ces éléments-là, eh bien, je tiens le point. Je ne peux pas me dédire. Après, il y a d'autres facteurs, effectivement, qui rentrent en ligne de compte, mais je peux vous garantir, de là d'où je parle, avec mon expérience de coach et de formatrice en prise de parole depuis maintenant plus de 15 ans, qu'il y a beaucoup de travail pour aider les orateurs à tenir le point,
à défendre leurs arguments, à construire des arguments qui sont factuels, qui sont concrets, qui sont explicites et qui vont permettre aussi de faire monter en gamme la qualité du discours. Parce que plus vos arguments sont construits de manière factuelle, hein, vous avez compris, c'est ça que je recommande avec la méthode du losange, plus vos arguments sont factuels, plus ils obligent vos interlocuteurs aussi à être factuels. Et donc, c'est comme ça qu'on va monter en gamme la qualité du discours plutôt que d'aller sur des arguments conceptuels, voire trop émotionnels, hein, puisqu'on a évoqué aussi la dimension émotionnelle du récit. Voilà, c'est comme ça que je prétends vous aider. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vais lire attentivement les questions du chat que je récupère dans un fichier. Si vous avez envie de continuer la discussion, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et puis, de toute façon, je fais des webinaires régulièrement. Donc, je serai très contente et très heureuse de vous retrouver pour une autre fois. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles prises de parole, convaincantes, factuelles, courtes, claires. À bientôt.